Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 16 juillet 2026 et depuis le début de l'année 2022, je n'écoute plus les chaînes de désinformation que sont BFM, LCI, CNews, etc. Mais bien que ces chaînes de télé ont des audiences de plusieurs millions de téléspectateurs, elles diffusent également des extraits de leur émission sur YouTube et de temps en temps, je regarde comment ils construisent ce que l'on appelle aujourd'hui le narratif. Le système n'a pas changé depuis les revues de presse pratiquées par Yvan Levaille, le premier mari d'Anne Sinclair. Il sélectionnait les informations qui allaient dans le sens qu'il voulait donner à son propos et occultait complètement les informations qui allaient dans le sens opposé. C'est ce que j'appelle le mensonge par omission. Dans le protocole d'accord signé par Donald Trump à Versailles en présence d'Emmanuel Macron, il est écrit dans les deux langues, anglais et farsi, un article qui est l'article numéro 1. Pour aboutir à la signature de l'accord entre l'Iran et les États-Unis, l'armée israélienne doit évacuer la partie du territoire du Liban qu'elle occupe actuellement. C'est donc le préalable à la mise en place de tous les autres articles, puisque cet article a été placé en numéro 1 et signé par les deux parties. Les Iraniens ont très clairement indiqué que la réouverture du détroit d'Ormuz ne se fera qu'après la mise en place et le respect de l'article 1 du protocole d'accord. Par ailleurs, nous savons que Netanyahou a déclaré publiquement que l'armée israélienne restera au Liban aussi longtemps qu'Israël le jugera nécessaire. Donc, Donald Trump s'est engagé sur des conditions qu'il est incapable de faire appliquer. Il aurait fallu que Donald Trump se mette d'accord avec son donneur d'ordre avant de signer un accord dans le cadre grandiose du château de Versailles. Alors, d'une façon tout à fait basique, le détroit d'Ormuz restera fermé aux bateaux américains et aux navires appartenant à leurs alliés. Bien entendu, ce n'est pas ce que l'on vous raconte sur les chaînes grands médias, où les journalistes et les militaires de plateaux télévisés parlent de non-respect des accords, parlent les gardiens de la révolution iranienne. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à faire des commentaires à propos de tel ou tel bateau qui aurait été touché par un missile. Alors, il est clair que le détroit d'Ormuz sera réouvert à la libre circulation des navires après la mise en place de l'article numéro 1. Donald Trump oublie l'article numéro 1 de l'accord et devant des micros des journalistes du monde entier, traite les dirigeants iraniens, et je cite, j'ouvre les guillemets, d'ordures et d'ordures de la pire espèce. Fermez les guillemets. Cet individu est indigne de la fonction qu'il occupe et cela en dit long sur la décomposition politique des États-Unis et la disparition des valeurs morales et le respect de ses adversaires ou de ses ennemis. Pour comprendre à quel niveau
les dirigeants des pays occidentaux sont descendus, il faut se rappeler l'attitude des chevaliers à l'époque de la guerre qui a duré 100 ans entre l'Angleterre et la France. Toutes ces valeurs ont disparu avec l'arrivée au pouvoir du lobby de la finance dans les pays occidentaux. Comment va évoluer la guerre au Moyen-Orient ou en Ukraine avec des individus qui n'ont aucune parole et ont aucun respect pour les dirigeants des pays désignés comme ennemis? Si on analyse ces deux situations avec du recul, il paraît peu probable que l'on puisse aboutir à un accord de paix aussi bien au Moyen-Orient qu'en Ukraine. La paix se mettra en place après la victoire totale d'un des deux camps en présence. Au Moyen-Orient, les Américains ou les Israéliens sont incapables de gagner la guerre contre l'Iran avec des armes conventionnelles. C'est un fait indiscutable. Alors, à quel moment les Israéliens vont-ils décider d'utiliser une partie de leur arsenal nucléaire? C'est un sujet tabou, puisque officiellement, Israël ne possède pas d'armes nucléaires. Est-ce que Donald Trump va utiliser des armes nucléaires au-dessus des villes de l'Iran pour éviter que le monde entier se mette à haïr l'État d'Israël et que les musulmans du monde entier se mettent à tuer de façon indiscriminée les Juifs dans le monde? C'est une question qu'il va falloir se poser. Le 24 août 1968, la France testait dans le Pacifique une bombe nucléaire à hydrogène, appelée bombe H, et fabriquée par Israël. Ce test portait le numéro 30, le nom de code Canopus, et l'explosion réelle a eu lieu le 24 août 1968 sur l'île de Fangatofa, à 520 mètres d'altitude. C'était un test sous ballon. La puissance de l'explosion a été enregistrée à 2,6 mégatonnes, c'est-à-dire 162 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima qui a fait plus de 100 000 morts le 6 août 1945. Si ce type de bombe est utilisé par Israël au-dessus d'une ville importante de l'Iran, le nombre de morts ne sera limité que par le nombre d'habitants de cette ville et de sa banlieue. Avec un arsenal nucléaire, Israël tient en respect la Turquie et l'Égypte qui assistent depuis des années au génocide du peuple palestinien, mais sont dans l'incapacité de porter secours à la population civile palestinienne sous peine de risquer l'existence d'une ou plusieurs villes de leur pays. En 1970, Israël colonise chaque mois un peu plus de territoire dans la Cisjordanie et emprisonne, torture pour des motifs futiles des civils palestiniens, et cela en toute impunité. Parce que si un pays s'oppose à cette situation, il risque d'être anéanti par la puissance nucléaire que possède Israël en toute illégalité. Bien que l'Iran soit devenu, après 40 années de travail acharné, une forteresse imprenable avec des armes conventionnelles, la population civile de l'Iran reste vulnérable à des explosions nucléaires qui pourraient être pratiquées par Israël ou par son laquais, les États-Unis. Seulement voilà, aujourd'hui, il y a derrière l'Iran la Russie et ses 6600 têtes nucléaires
et il y a la Chine avec son réseau de satellites et ses 70 sous-marins lanceurs de missiles à tête nucléaire. Nous vivons dans l'hémisphère nord de la Terre et il faudrait que ces deux guerres, ou que l'une de ces deux, puisse rester sur le plan conventionnel jusqu'à la fin de l'automne, car si la guerre nucléaire éclatait en plein été, les conséquences seraient catastrophiques. Les feux de forêt détruiraient toutes les forêts d'Europe, de la Russie, du Canada et des États-Unis, ce qui aurait pour conséquence des conséquences bien plus graves que les explosions elles-mêmes. Espérons que l'impasse dans laquelle nous sommes actuellement va perdurer jusqu'au début de l'hiver prochain. Une guerre nucléaire entre la Russie d'un côté, la Russie et la Chine d'un côté et les pays de l'OTAN de l'autre aura des effets 10 fois moins graves si elle se déroule en hiver où les feux de forêt s'éteindront d'eux-mêmes. C'est un sujet technique difficile à aborder car l'immense majorité des hommes politiques et des journalistes occidentaux vivent depuis 60 ans dans le déni et dans le refus de regarder la situation en face. Nous vivons une époque très dangereuse où ce qui intéresse la majorité, c'est la Coupe du monde de football et la prochaine élection présidentielle. Nous sommes dans la même situation qu'en 1938, où l'Allemagne se préparait activement à la guerre et pendant ce temps, les Français pensaient à leurs congés payés, aux spectacles, etc. et refusaient de regarder la réalité en face. Même au printemps 1939, lorsque l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne, rien n'a bougé pendant plusieurs mois dans notre pays. Les militaires et les dirigeants, les journalistes étaient convaincus que la France était protégée par la ligne Maginot. Nous sommes en 2026 dans la même situation que celle où nous étions en 1938, où tous ces naïfs qui croient que les 40 têtes nucléaires à bord de nos sous-marins vont dissuader la Russie d'utiliser des armes nucléaires contre la France ou contre les pays de l'OTAN. Cette croyance empêche l'ensemble des forces de notre pays de s'organiser pour protéger notre population civile. Les dirigeants politiques de tous les partis de notre pays, et cela sans aucune exception, vivent dans le déni de la réalité. Ils sont restés dans le schéma des guerres passées où des armées se déplaçaient pour aller faire la guerre. Ils n'ont pas compris qu'en 2026, on n'envoie plus de troupes, mais on envoie des missiles et des drones. Il faut savoir que le gouvernement des Pays-Bas a fait construire des camps pour enfermer les soldats russes qui seraient faits prisonniers dans le cas où l'armée russe envahirait l'Union européenne. Cela en dit long sur le retard dans la compréhension des nouvelles méthodes de guerre. La population française est maintenue dans l'ignorance des conséquences des retombées radioactives. Il faut maintenir la population dans l'ignorance, car autrement, ce serait reconnaître que notre force de dissuasion est très relative, alors qu'on la présente toujours d'une façon absolue. Passer d'une certitude absolue à une considération relative, ce serait ouvrir la porte à la réflexion, et ça, les responsables politiques ne le veulent pas. Le début de la réflexion
risquerait de nous entraîner vers le constat que depuis 50 années, rien n'a été fait en France pour protéger la population civile des retombées radioactives. Les maires des villes et des villages, les médecins, les pompiers, les gendarmes ignorent tout ou presque de ce qu'il faut faire ou ne pas faire si des explosions nucléaires avaient lieu au-dessus de l'Union européenne. L'information technique permettrait de diviser par 4 ou par 10 le nombre de victimes. Malheureusement, comme en 1939, il ne faudra pas attendre très longtemps pour se rendre compte de l'irresponsabilité de toute notre classe politique. La seule chose qui pourrait ouvrir les yeux de tous, ce serait l'emploi en nombre limité de 2 ou 3 armes nucléaires. Cela permettrait de faire circuler l'information technique et scientifique et cela permettrait de sauver des millions de Français dans le cas où une guerre nucléaire de grande intensité éclaterait dans quelques mois en Europe. Ce qui est important également de savoir actuellement sur les attaques qui se déroulent par épisodes au Moyen-Orient, c'est que l'Iran maîtrise l'échelle de l'escalade, ce qui n'est pas ce qu'on vous raconte dans les grands médias. Après chaque attaque de l'aviation américaine, l'Iran réplique par une attaque de drones et de missiles et à chaque fois, la réponse iranienne est plus forte que l'attaque américaine. La semaine dernière, des missiles iraniens ont détruit une très grande partie de la base militaire américaine installée en Jordanie. Le niveau de destruction est très important. L'Iran a également, dans la même semaine, détruit une partie de la base américaine au Koweït, une partie de celle installée au Bahreïn, ainsi que celle installée en Oman. Trump est incapable d'élaborer une stratégie à moyen terme. Au Moyen-Orient, l'armée américaine consomme 10 fois plus de missiles chaque jour qu'ils n'en produisent. Les Iraniens produisent chaque jour plus de missiles qu'ils n'en utilisent. Nous sommes dans une situation paradoxale où l'emploi en nombre limité d'armes nucléaires dans le monde pourrait sauver des millions de personnes en France. Dans quelques semaines, la situation au Moyen-Orient ou en Ukraine pourrait basculer. Nous ne sommes plus très loin de ce point de bascule que l'on pourrait appeler également le point de non-retour. Nous verrons dans quelques semaines comment les choses vont se dérouler et pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.